On va pouvoir commencer. Alors, nous espérons que vous passez une très bonne journée. Ceci est le dernier temps d'échange de la journée. On vous propose de faire un pas de côté par rapport à une programmation plutôt numérique aujourd'hui, notamment parce qu'on a lancé à la métropole de Lyon une étude avec Urbalion, l'agence d'urbanisme de la métropole lyonnaise, dans le cadre de l'Observatoire métropolitain des solidarités, une étude qui porte sur ce qu'on pourrait appeler le droit au non numérique. Et alors, pour alimenter cette étude, on a proposé à 10 à 11 personnes, je crois, cet après-midi, un atelier, ce qu'on appelle un focus group, pour tenter de définir ce qu'était ce droit au non numérique ou ces alternatives au numérique. Et donc, pour en parler lors de cette conférence de clôture de la journée, on va donc utiliser les enseignements de cet atelier avec Richard Nordier. Richard, tu es chargé d'études, mode de vie et usage chez Urbalion et tu as animé avec tes collègues le groupe de travail de cet après-midi. Et puis on va aussi se reposer sur les points de vue de 3 intervenants. Samuel Bois, vous êtes directeur transformation numérique et relations usagers à la ville de Villeurbanne, qui a mis en place un droit au non numérique fin 2023, si je ne me trompe pas. Michel Poulnard, vous êtes directrice de Passerelle, une association, une structure qui accompagne les habitants dans leur démarche administrative depuis maintenant près de 20 ans. Et David Teillard, vous êtes chef de projet stratégie relations usagers à la métropole de Lyon. Alors, avant de vous écouter et de vous interroger, je vous propose de visionner une courte vidéo d'Emeline Baum, la première vice-présidente de la métropole de Lyon en charge du numérique, qui vous a accueilli ce matin, qui ne pouvait pas être là lors de la clôture et qui a à nouveau quelque chose à vous dire. Il y a les sous-titres, mais pas le son. Bonjour à chacune et à chacun et bienvenue dans ce 4e forum des acteurs de l'inclusion et de la médiation numérique. Vous avez cette vidéo parce que nous allons discuter des questions de droit au non numérique et en tant qu'élu de la métropole de Lyon, je voulais vous repartager quelques éléments. Le premier élément, c'est que nous avons toutes et tous vu le poids croissant de l'outil numérique pour répondre aux besoins du quotidien des habitantes et habitants. Et j'imagine que comme beaucoup d'élus locaux ou comme partenaires des services publics, vous êtes extrêmement attachés aux questions d'égalité, de continuité, d'adaptabilité et d'accessibilité des services publics. Force est de constater que nos habitantes et habitants, face aux cyberattaques, peuvent avoir des doutes sur l'efficacité et la sécurité des services numériques et donc la bonne gestion de leurs données personnelles. Force est de constater aussi que nos services numériques ne sont pas nécessairement les plus accessibles, les plus adaptés. Toutefois, j'émets l'hypothèse que vous, élus locaux ou partenaires des services publics, vous avez à cœur de maintenir cette égalité et cette continuité de services publics. Pour la métropole de Lyon, quelques éléments autour de ces questions de confiance et de droit au non numérique. La première des choses, c'est que nous nous sommes donné la possibilité d'un accueil inconditionnel, par exemple, dans les maisons de la métropole. Donc, ce sont des hommes et des femmes du service public qui sont là au quotidien pour répondre aux questions et aux besoins des habitantes et habitants. Et je sais que d'autres organisations du territoire, que ce soit des services publics communaux ou des structures d'éducation populaire, garantissent cet accueil inconditionnel. La deuxième chose, c'est qu'en ma qualité d'élu en charge du numérique, je m'attache autant que possible avec les équipes des services numériques à travailler l'accessibilité de l'ensemble de nos services numériques, que ce soit les informations sur les sites internet avec le facile à lire et à comprendre, mais aussi l'ergonomie des parcours usagers dans le cadre de ce qu'on appelle la relation usagée qui est portée par ma collègue Laurence Beaufait. Par ailleurs, nous lançons une étude avec l'Observatoire métropolitain des solidarités sur cette question du droit au non numérique
en regard de quelque chose que nous avons expérimenté qui s'appelle la lutte contre le non-recours au droit, puisque nous sommes un département et que nous portons des vraies réponses quotidiennes pour les hommes et les femmes en situation de précarité et d'inégalité sociale, et que cette expérimentation nous a dit quelque chose des questions numériques. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à partager et à débattre. Il y a des organisations et des élus plus avancés que d'autres. Je pense en particulier à la ville de Villeurbanne. Et finalement, ce temps de fin du Forum Résine est un moment de mise en perspective et de réel débat, ou en tout cas apport de réflexion et de retour d'expérience pour continuer à cheminer sur cette question du droit au non numérique et à la confiance. Vous l'aurez compris, la métropole de Lyon n'a pas tout écrit et tout posé. Je me permets de dire j'ai besoin du retour de vos expériences et de vos capacités à faire pour que nous puissions collectivement, demain, garantir des services au public avec un peu, beaucoup, moyennement, pas du tout, d'outils numériques. Bonne fin de forum et merci pour votre écoute et tout ce que vous nous apportez. Alors, suite à cette introduction par Emeline Baume, je vais me tourner vers Richard avec une première question qui est pourquoi aurait-on besoin d'alternatives au numérique, voire d'un droit au numérique? Quel constat nous amène à aborder ce sujet aujourd'hui? Est-ce que c'est des choses que vous avez pu aborder cet après-midi avec le panel de représentants d'acteurs du territoire? Alors oui, très clairement. En fait, il est apparu dès le début de nos échanges qu'aujourd'hui, avec le développement du numérique, tous les acteurs de terrain font le constat qu'il y a une part importante du public qui est en difficulté dans l'usage du numérique, notamment pour accéder aux services publics et dans la réalisation de démarches administratives. Ces publics qui sont assez divers, mais il y a quand même des publics cibles qui sont particulièrement concernés. C'est par exemple les personnes étrangères en attente de titre de séjour, c'est les personnes seniors qui ont besoin de rechercher un hébergement en EHPAD, c'est des jeunes qui sont en recherche de formation, des personnes en transition dans l'emploi. Globalement, les publics en situation de fragilité socio-économique, voilà, toutes ces personnes-là sont en difficulté dans l'usage du numérique et ce n'est pas résiduel, c'est une part importante qui va avoir besoin d'avoir des solutions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est quand même sur un territoire où il y a beaucoup de médiation numérique qui a été développée. C'est une très bonne chose, mais la médiation numérique, malgré ses qualités, ne répond pas à tous les enjeux et tous les problèmes. D'abord parce que les médiateurs numériques, ce ne sont pas des travailleurs sociaux, ce n'est pas le même métier, donc ce ne sont pas forcément des professionnels de l'accompagnement de personnes en situation de fragilité. Ensuite, ils n'ont pas forcément connaissance de toutes les procédures administratives. Et puis, il y a aussi des questions de responsabilité, parce qu'en fait, dès qu'on commence à accompagner, à se mettre dans la posture d'un travailleur social et accompagner une personne en difficulté dans la réalisation de tâches administratives, ça soulève une dimension de responsabilité juridique, notamment que se passe-t-il en cas de mauvaises informations, de calculs erronés, de démarches qui ne seraient pas complètement accomplies. Et enfin, on s'est rendu compte aussi que le développement, la généralisation du numérique ces dernières années avait paradoxalement rendu dépendantes des personnes qui étaient autonomes auparavant, notamment dans la réalisation de démarches administratives. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient en capacité de pouvoir accomplir des démarches de façon classique, c'est-à-dire retirer un dossier, aller à un guichet, remplir le dossier, le remettre, etc., et qui n'arrivent plus à le faire lorsque ça passe en numérique. Et ce qui est très difficile parce que ça les met en situation de non-recours au droit. Elles peuvent renoncer à leur droit parce que c'est trop compliqué. Et c'est aussi... ça peut être mal vécu comme une forme de déclassement, puisque des personnes, encore une fois, qui avaient un sentiment d'autonomie, le perdent et on vient à devoir faire appel à des aides et à un accompagnement social, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Merci Richard. David, avec votre casquette chef de projet stratégie relations usagers, est-ce qu'il y a des éléments de contexte ou des constats que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez insister justement qui pourraient justifier la mise en place d'un droit au non numérique? Oui, des éléments de contexte. Tout simplement, déjà, quand on parle d'alternatives au numérique, je pense qu'il faut replacer l'enjeu. L'enjeu, c'est celui de l'accès, tout simplement, aux services publics. Voilà, quel que soit le canal. Je pense que cet enjeu-là, c'est celui qui guide un petit peu cette table ronde. En termes d'éléments de contexte, moi, je voudrais peut-être donner quelques éléments d'évolution des dernières années. Il y a quelques années, je travaillais en commune, en mairie, dans une sous-préfecture, mais du côté de la commune. Et j'ai vécu de manière assez directe ce qu'on a coutume d'appeler comme plutôt le désengagement de l'État par la fermeture de tout un tas de guichets physiques
au profit de la numérisation des services publics. Donc à l'époque, la sous-préfecture a clairement fermé ses guichets physiques et a renvoyé les habitants sur le canal numérique exclusivement pour faire toutes les démarches qui étaient de la responsabilité de la sous-préfecture. Plus récemment, il y a un an, moi j'ai pris mes fonctions à la métropole il y a un peu plus d'un an, on a organisé une série d'ateliers en interne avec pas mal de collègues de la DSHE, donc la direction qui gère les accueils sociaux et médico-sociaux de la métropole. Et le retour d'expérience qui m'a été remonté de la part de ces interlocuteurs-là, du terrain, c'était, l'État a fermé tous ses guichets et maintenant les habitants nous disent régulièrement, les seuls guichets ouverts, c'est ici. C'est les guichets des maisons de la métropole de Lyon. Alors, on peut citer aussi les guichets communaux, hein, les guichets d'accueil des mairies restent ouverts. Donc voilà, il y a une forme de contexte un petit peu un peu de fond conflictuel entre des grands mouvements imposés par l'État et des guichets territoriaux qui semblent résister. Autre élément de contexte que j'ai identifié et qui me pose question, on parle de droit au non numérique. Si on se retourne vers des questions de droit, on a un code qui s'applique à tous les organismes de services publics, étatiques comme territoriaux. C'est le CRPA, le Code des relations entre le public et l'administration. Et j'ai été surpris de lire qu'il existe un droit de saisine par voie électronique. Ce sont les articles L112-8 à L112-10. Donc c'est très détaillé, hein, c'est noir sur blanc. Vous avez le droit de saisir les administrations par voie numérique. Mais il n'y a absolument pas de droit de saisine non numérique. Ça n'existe pas dans le code. Voilà, ça me pose question. Donc c'est des éléments de contexte un petit peu que je voulais partager avec vous avant de laisser la parole à mes collègues. Merci. Michel, dans le cadre de votre expérience dans l'accès au droit via donc votre structure Passerelle, quels sont les constats que vous faites qui, au-delà des constats un peu classiques, nous permettent de dire que cette notion de droit au numérique, elle peut être utile? Alors, le droit, le tout numérique n'est pas adapté à tout le monde et à toutes les situations. Il y a on est allé dans une marche forcée au tout numérique dans les démarches administratives, parce que je vous parle essentiellement des démarches administratives, mais c'est pas adapté à tout le monde et à toutes les situations. Maintenant, quand vous voulez faire ne serait-ce que refaire votre code de carte bleue, systématiquement, on vous l'envoie sur l'application de votre banque. Donc, quelque part, c'est tout simple, c'est quelque chose de tout simple, mais voilà. Donc tout le monde ne peut pas avoir accès à avoir un accès au droit comme tout le monde, et ça laisse beaucoup de gens en marge sur le trottoir. Également, il y a des paradoxes, par exemple, quand on peut réaliser des démarches administratives qu'on peut commencer en ligne, mais après, on vous demande forcément des papiers. On vous demande de renvoyer un dossier par papier. Donc, il y a déjà une confusion. Beaucoup de personnes ne savent pas comment faire. Pourquoi? On me demande, comment initier la demande en ligne. Par exemple, un dossier de pension de reversion via la CARSAT. Mais typiquement, après, on va vous demander d'envoyer des actes de naissance par format papier. On va vous répondre aussi par courrier. Les courriers ne sont pas forcément adaptés aussi, donc ils sont très compliqués à analyser et à comprendre. Donc voilà, toutes ces personnes, alors on voulait parler des personnes âgées, mais il y a aussi des jeunes qui ont des grosses difficultés dans leur démarche administrative, parce que l'administratif, c'est une langue, donc déjà au même titre que l'anglais. Et quand on vous demande de scanner un document, votre avis d'imposition, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un avis d'imposition? Et tout le monde n'a pas accès à un scanner. Tout le monde n'a pas accès. Donc, avec un smartphone, on peut faire des choses, mais on peut pas tout faire avec un smartphone. Donc, voilà, tous ces publics-là sont vraiment, c'est le non-recours au droit. C'est typiquement un non-recours au droit. Voilà. Et puis aussi, les administrations ne savent plus traiter les courriers. On a des alternatives pour envoyer des courriers papier. Déjà, il faut arriver à le télécharger et l'imprimer. C'est déjà très compliqué de le trouver pour l'avoir sous format papier. C'est même des fois impossible. Et une fois qu'on a ce dossier papier, on peut le remplir et l'envoyer à l'administration compétente. Sauf que ce courrier déjà va arriver dans une administration. Si vous l'envoyez en recommandé,
ils vont pas forcément le récupérer, donc il va vous revenir 15 jours après, donc il sera toujours pas traité. Après, ou s'il arrive bien au bon établissement, il faut que ça va être scanné, parce qu'on ne sait plus traiter du papier dans les services, donc il va être scanné, les pièces vont être, il y a des pièces qui vont se perdre, et on va vous répondre sur votre espace client, si vous en avez un, mais tout le monde ne va pas sur son espace client. Donc, c'est toutes ces situations qui sont, des situations mis bout à bout qui me font penser que le tout numérique, on est allé très vite et trop vite et qu'on a oublié beaucoup de monde sur le bas du chemin et que c'est fort dommage. Merci Michel. Alors justement, pour ne pas oublier du monde au bord du chemin, Samuel, la ville de Villeurbanne a mis en place un droit au non numérique. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'origine de la démarche droit au non numérique à Villeurbanne, les principaux constats qui ont été faits par vos équipes? Oui, alors la démarche de droit au numérique, c'est quelque chose d'assez récent au niveau de la ville de Villeurbanne, puisqu'on a acté à partir de fin 2023 et ça s'est notamment matérialisé au travers d'une délibération, donc vraiment pour donner une valeur à ce droit, et on y reviendra. Et on a fait un constat alors qui reprend en bonne partie les éléments qui ont été évoqués par Michel et par David, mais on peut dire qu'il y avait un double constat, celui effectivement d'un désengagement de l'État, qui s'est fait sentir notamment à partir de 2017 et du programme Action publique 2022, qui posait la dématérialisation d'un certain nombre, même de l'ensemble des démarches à réaliser auprès de l'État. Et ça, on l'a vraiment répercuté au niveau des services d'accueil, au niveau de la collectivité de Villeurbanne. Et par ailleurs, on avait des populations qui, sur notre territoire, étaient en situation de fragilité numérique. Et ça, notamment, ça a été objectivé et évalué par une étude d'Urbalion en 2022, qui avait souligné que 17% de la population à Villeurbanne était en situation de fragilité numérique. Donc, fort de ces deux constats, on s'est posé la question de la manière dont on pouvait répondre à cela. Et la réponse, elle s'est opérée sur deux niveaux. Donc un premier niveau de base, on peut dire, qui est vraiment d'apporter des mesures compensatrices de cette situation, donc c'est-à-dire faire de la médiation numérique, des espaces d'accueil numérique, favoriser l'accessibilité à des équipements, et une réponse un peu plus profonde avec des mesures qu'on pourrait qualifier de transformatrices, qui ont pour vocation en quelque sorte de prendre le contre-pied de ce mouvement qui va vers le tout numérique et de se dire comment on peut aller à l'encontre de cela et retrouver une forme de maîtrise dans cette transition numérique, de façon à ce que, voilà, l'idée ce n'est pas vraiment de s'opposer au numérique, c'est vraiment d'être en opposition au tout numérique. Donc la distinction, elle est assez importante, et de se dire que la charge de l'adaptation au numérique ne doit pas reposer sur l'usager, mais plutôt sur l'administration. Et donc ce droit au non numérique, c'est en quelque sorte pour l'administration de Villeurbanne une boussole aussi, en se disant que voilà, finalement c'est charge à nous, services publics, de pouvoir s'adapter en proposant systématiquement des alternatives aux usagers pour permettre de continuer à garantir une égalité d'accès aux services publics. Merci Samuel. Alors je vais passer à la question suivante. Maintenant qu'on a tenté de décrire pourquoi on avait intérêt à développer des alternatives au numérique ou un droit au non numérique, peut-être revenir sur ces termes de droit au non numérique ou d'alternative au non numérique. Richard, est-ce que dans l'atelier de cet après-midi, il y a eu des éléments de définition qui vous semblent intéressants à citer aujourd'hui ? Alors on s'est posé la question effectivement de quelle différence il y avait entre droit au non numérique, alternative au non numérique. En fait, la notion de droit, elle fait de suite référence à une inscription dans la loi, elle a une dimension formelle. Mais les participants au groupe qu'on animait ont de suite pointé le fait qu'il y avait quand même une distinction entre le droit et le droit effectif. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a différents types de droits qui existent et qui malheureusement ne sont pas toujours mis en œuvre dans la réalité. Le droit au logement, le droit au travail n'est pas toujours systématique. Et donc le droit au non numérique, s'il existait, pourrait poser ce dilemme-là aussi. Est-ce que ça serait un droit effectif ou pas ? La notion d'alternative, elle est plus large et elle est plus opérationnelle aussi. Les alternatives, c'est des réponses opérationnelles qui peuvent être assez variées. Ça peut être de la présence humaine, voilà, pouvoir rencontrer quelqu'un, ça peut être un accès téléphonique, ça peut être des démarches, ce qu'on appelle l'aller vers, aller à la rencontre des publics. Voilà, ça, ce sont des alternatives au numérique. Ce sont des démarches qui engagent une diversité d'acteurs, alors que la notion de droit au non numérique concernerait quand même en priorité l'État, d'après nos échanges. Enfin, un point qui est important, qui est ressorti, c'est que les alternatives au numérique, ça ne veut pas dire l'abandon du numérique, ça s'y oppose pas, ça a été dit tout à l'heure, effectivement, c'est plus quelque chose de parallèle, de complémentaire, qu'un substitut. Alternative au numérique, ça voudrait dire qu'en parallèle du numérique, il existerait d'autres possibilités d'accéder aux services publics.
Merci. Michel, est-ce que vous auriez des éléments de définition complémentaires à apporter sur cette notion de droit au non numérique ? Droit au numérique, déjà, le numérique, c'est un bel outil, mais il faut s'en servir comme un outil. Donc, pour moi, il faut concilier l'humain et le numérique. Donc, il faut arriver à avoir des alternatives, comme vous l'avez dit, parce que comme c'est pas pour tout le monde le tout numérique, il faut de l'accompagnement, rajouter de l'accompagnement humain pour qu'il puisse permettre d'utiliser cet outil numérique, soit en complète autonomie, en formant ces publics-là, soit en les accompagnant via des dispositifs, via des labellisations Aidant Connect, ou alors par des assistantes sociales, comme ce que nous faisons dans notre camping-car qui va dans les territoires. Et donc on a fait une expérimentation, on fait partie de territoire zéro non-recours sur la métropole de Lyon avec Vénitieux, avec notre expérimentation pour le aller vers, comme vous l'avez bien dit, pour le aller vers, pour justement remettre de l'humain, regagner et raccrocher les personnes au service public, parce que souvent beaucoup de personnes se sont éloignées des services publics parce que justement ils n'avaient comme réponse que aller sur Internet, aller sur votre mail, aller sur votre boîte mail. Et quelque part on a perdu ce contact et qu'il faut remettre. Il faut remettre de l'humain entre guillemets. C'est quelque chose de tout simple, mais. Merci. Et David, on a bien compris qu'il y avait une définition du droit au non numérique comme étant une garantie d'accès aux services publics. Est-ce que vous avez des précisions à apporter par rapport à ce qui a été dit ? Oui, en fait, dans la lignée, en fait, tout simplement, les alternatives au numérique, pour moi, elles reposent d'abord sur du volontarisme local, associatif, voilà, des acteurs publics qui déjà passent le cap de la prise de conscience de peut-être un excès de numérisation des démarches. Et c'est pas forcément évident toujours de faire un pas de côté, de se dire on est peut-être allé trop loin sur le tout digital, revenons un peu en arrière, ou en tout cas proposons des alternatives. Mais déjà, franchir ce cap, c'est pas évident. Mais en plus de ça, ça nécessite quand même de pouvoir déployer des moyens humains, techniques, pour proposer de manière volontariste des alternatives au numérique. Donc de maintenir des guichets physiques ouverts, de maintenir un service courrier opérationnel efficace et qui va répondre dans les délais, de maintenir des centres d'information téléphoniques pour recevoir, traiter les appels, les enregistrer et les traiter correctement, traiter l'instruction derrière. Et ce volontarisme-là, il est très vertueux, ok, mais il est potentiellement source d'inéquité, d'inégalité de traitement d'un territoire à l'autre. Je ne parle pas forcément à l'échelle d'un territoire entre les usagers d'une catégorie par rapport à une autre, mais d'un territoire à l'autre. Si vous avez des acteurs publics qui sont moins sensibles à ces questions d'alternatives numériques, ben forcément, ça va créer des disparités, parce que une mairie ou une métropole sera plus volontariste qu'une autre pour proposer des guichets physiques et accueillir tous les publics, quel que soit leur niveau de maîtrise digitale. Donc, pour moi, il y a quand même une problématique à laisser finalement ce champ-là à la libre appréciation des acteurs publics, élus ou administrations. Donc si on se retourne vers la notion de droit au non numérique, pour moi, forcément, la notion de droit engage la responsabilité juridique d'une organisation et donc devient opposable. C'est une disposition réglementaire qui s'impose à tous, que ce soit des organismes étatiques ou des acteurs territoriaux. À partir de là, la règle est donnée et on est censé l'appliquer. Même si, vous l'avez dit Richard, effectivement, il y a le droit prescrit et puis il y a le droit réellement appliqué. Ce sont deux choses différentes. Mais à partir du moment où on a une règle qui est énoncée et qui s'impose à tout le monde, théoriquement, on y voit plus clair et ça donne une certaine garantie supplémentaire, à mes yeux, d'égalité de traitement et d'accès aux services publics. Merci. Samuel, une réaction peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit ? Oui, mais effectivement, dans la lignée de ce qui a été dit par David, la logique de Villeurbanne a été justement de faire de ce non-numérique un droit opposable aux habitants aux habitants de Villeurbanne vis-à-vis de l'administration villeurbanaise. Donc, pour ce faire, le conseil municipal a délibéré. Donc, il y a une délibération qui pose ce principe de droit au non-numérique vis-à-vis de l'administration de Villeurbanne, voilà, en posant le principe que, certes, le numérique, c'est une voie d'accès parmi d'autres
pour que l'habitant aille faire ses démarches auprès de la mairie de Villeurbanne, mais en aucun cas, ça ne peut être l'unique voie d'accès. Et donc maintenant qu'on a posé ce principe, après, ça vient effectivement, nous, en tant qu'administration, nous challenger pour essayer vraiment de repenser la manière dont on va accueillir, dont on va vraiment prendre en charge les demandes des usagers, donc effectivement via les différents canaux qui peuvent être mobilisés. Donc on a vraiment cet aspect, et on a voulu aussi, au-delà de ça, aller peut-être un peu plus loin, et de se dire que par le biais de cette délibération et par le biais de ce droit au non numérique, donc qui est posé, qui a une valeur juridique, on va venir un petit peu titiller, interpeller les autres institutions, à commencer par l'État. Donc il y a aussi cette volonté de dire, mais finalement, on peut faire autrement. On n'est pas obligé d'être uniquement dans le tout numérique. D'ailleurs, je reprends les propos de notre élu qui porte ce sujet, Gaëtan Constant, qui a pour volonté justement, au travers de cette démarche portée à Villeurbanne, de rendre ringard le tout numérique. Et donc c'est de se positionner à Villeurbanne comme une sorte de laboratoire d'expérimentation pour dire on peut revenir en arrière, on peut réhumaniser les services publics, on peut proposer d'autres choses, et finalement le sens de l'histoire peut-être ne va pas justement vers du tout numérique, mais peut-être va aller vers de la remise de l'humain au cœur des services publics. Donc c'est aussi vraiment ce caractère d'interpellation des autres institutions pour essayer de faire bouger les lignes. Ça a aussi vraiment cette vocation, ce droit au numérique à Villeurbanne. Merci. Alors maintenant qu'on a défini pourquoi on voulait parler de ce sujet-là, qu'on a défini ce qu'était un droit au non numérique ou les alternatives au numérique, on va se poser la question de leur mise en œuvre. Et c'est peut-être le plus compliqué, mais aussi le plus intéressant. Richard, est-ce que cet après-midi, avec les participants et participantes de l'atelier, vous avez abordé justement des pistes pour mettre en œuvre plus ou moins facilement des alternatives au numérique ou un droit au non numérique? Alors oui, effectivement, elles sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre. Donc en termes d'alternatives, il y a déjà une diversité d'options qui sont en réflexion ou à l'œuvre. La première des réponses qui semble intéressante, c'est la présence humaine. Voilà, dans l'idéal, la meilleure des alternatives au tout numérique, ça serait d'avoir en parallèle une possibilité d'accueil physique, de présence humaine systématique dans les administrations. Ça peut être aussi des lieux dédiés à cette question, des lieux dédiés parce qu'on se rend compte que les publics qui sont en difficulté dans l'usage du numérique sont souvent des publics qui sont ballottés de structure en structure, avec des parcours assez complexes comme ça qui leur compliquent la vie. Donc l'idée d'avoir un guichet un peu unique pourrait être tout à fait pertinente. Des lieux à proximité aussi des publics. Voilà. Cette notion de proximité elle est importante. On a parlé tout à l'heure déjà d'outils élémentaires comme le téléphone, par exemple, pouvoir téléphoner, avoir une personne au téléphone pour vous renseigner ou amorcer une démarche. Ça peut être aussi des outils plus innovants. On parle en ce moment beaucoup d'intelligence artificielle. On a eu ce débat aussi. Peut-être que demain, un outil d'intelligence artificielle bien pensé, un outil entre guillemets inclusif qui parlerait la langue des publics, par exemple, pourrait permettre non pas de se substituer à une relation humaine avec un interlocuteur, mais de décanter les premiers éléments d'information dans un premier temps, ce qui permettrait notamment aux professionnels de l'accompagnement social de se centrer sur leur cœur de métier et de ne pas faire ce qui ne relève pas de leurs compétences normalement, c'est-à-dire de l'accompagnement à la réalisation de tâches administratives. Voilà, ça pourrait être une option. Autre alternative, on en a un petit peu parlé aussi, c'est les fameuses démarches d'aller vers. Donc l'aller vers, ça consiste à ne pas demander au public de venir systématiquement frapper à la porte des services publics, mais d'aller à leur rencontre. Donc il y a des exemples de bus itinérants qui vont sur les marchés, qui vont au pied des immeubles. Ça pourrait être aussi, dans l'idéal, aller directement chez certains publics qui ont des difficultés de mobilité ou des problématiques de santé, par exemple. On sait que ces publics-là existent et sont très touchés par le non-recours. Alors ça, c'est des alternatives. Pour le droit au non-numérique, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est assez séduisant comme notion. Après les échanges qu'on a eus, on se dit oui, effectivement, il y a des publics qui sont vraiment concernés. Dans l'absolu, il y aurait besoin d'un droit au non-numérique. Très vite se pose quand même la question de la faisabilité de la mise en œuvre de ce droit au non-numérique parce qu'on se doute bien que la mise en œuvre de ce droit va demander des moyens humains, matériels, financiers, va demander un portage politique dans la durée. Donc, tout ça, c'est aussi des incertitudes. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, surtout dans l'équation financière que connaissent les collectivités aujourd'hui. Il y a aussi des interrogations sur l'avenir du numérique au sens large, parce que on est allé très vite et très loin dans l'usage du numérique, mais on voit aujourd'hui se développer des débats sur l'impact écologique du numérique, par exemple. Est-ce que demain, on ne va pas faire comme on le fait aujourd'hui pour la voiture et questionner notre usage du numérique parce qu'il sera trop consommateur de ressources, par exemple, et aller vers moins de numérique? On ne sait pas tout ça. Donc ça pose beaucoup de questions sur le développement de
cette notion de droit au non numérique, même si elle peut paraître intéressante et pertinente dans un premier temps. Merci Richard. Alors je vais me tourner vers Samuel. Donc, vous représentez une collectivité un peu pilote en la matière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait pour développer ce droit au non numérique et le rendre effectif sur le terrain ? Oui, tout à fait. Alors peut-être en préambule de dire qu'on est vraiment encore au balbutiement de cette démarche, puisque la délibération elle a été passée donc en fin d'année 2023. Donc on en est encore qu'aux prémices et on a encore assez peu de recul vis-à-vis des effets que ça produit, et notamment du point de vue de l'usager. Donc on n'a pas encore vraiment eu d'usagers qui ont pu se prévaloir de cette fameuse délibération et de ce droit opposable à l'administration. En revanche, ça a posé vraiment tout un travail au niveau des services de Villeurbanne, au niveau de l'administration, pour essayer de venir être plus performant, de répondre au mieux aux demandes des usagers. Et donc le point de départ de cette démarche, ça a été de réaliser une cartographie en interne de tous les points de contact, de tous les points d'accès qu'on peut avoir en tant qu'usager à Villeurbanne vis-à-vis de notre mairie. Donc qu'on soit un habitant, un commerçant, une association, une entreprise. On a vraiment passé en revue l'ensemble de ces points de contact pour voir effectivement quel était le degré de numérisation, pour voir s'il existait des alternatives, des canaux physiques, téléphoniques, du courrier, etc. Donc on a vraiment conduit cette cartographie des risques en essayant de cibler des démarches qui pouvaient être critiques, qui pouvaient entraîner potentiellement des ruptures de droit si elles étaient complètement dématérialisées, et donc de vraiment mettre l'attention sur ce type de démarche. Et après, à partir de là, c'est vraiment de construire une stratégie de la relation usager qui soit vraiment multicanale. Et donc, ça implique, comme ça avait été dit précédemment par les autres intervenants, de repenser certains canaux qui peut-être avaient été quelque peu délaissés, notamment la fonction courrier, qui est un chantier que l'on porte actuellement à Villeurbanne pour essayer vraiment de moderniser tout cela et d'avoir des délais de réponse qui soient beaucoup plus faibles. C'est de repenser aussi l'accueil téléphonique, l'accessibilité. C'est de s'appuyer aussi sur nos différents, donc ce qu'on appelle les maisons des services publics, qui sont des équivalents de mairies de quartier à Villeurbanne, donc qui vont être présents au niveau des différents quartiers de la collectivité et qui permettent vraiment d'avoir des points d'accueil physiques pour les usagers, pour réaliser un certain nombre de démarches, pour avoir de l'information, pour imprimer des documents. On va aussi retrouver des permanences, de la médiation numérique. Donc c'est vraiment repenser toute cette stratégie à l'aune de ce droit au non numérique, de manière à pouvoir garantir vraiment pour chacun des usagers et pour chacune des démarches des alternatives physiques, téléphoniques ou papier. Donc finalement, l'implication, la conséquence, elle est davantage en interne pour nous que réellement pour l'usager. Donc c'est ce qu'on peut effectivement tirer comme enseignement à Villeurbanne. Alors avant de revenir sur cette question de la gestion du multicanal avec l'approche de la métropole et David, peut-être se tourner vers Michel avec un contexte un peu différent, avec Territoire Zéro Non-Recours, où là on a plusieurs acteurs qui collaborent pour tenter de mettre en œuvre en tout cas des alternatives au numérique. Oui, on a fait partie d'un collectif qui s'est regroupé en 2020 sur la lutte pour voir pourquoi les gens ne recouraient pas à leurs droits, la non-perception, la non-sollicitation, etc. Et donc, on a testé une expérimentation pendant 3 ans qui maintenant est repartie sur 3 nouvelles années avec la métropole, sur le fait de faire de l'aller vers. Alors déjà, on cartographiait le territoire, on est allé à la rencontre via un ambassadeur des droits qui est tenu par Passerelle. Donc on va déjà rencontrer tous les acteurs du territoire, que ce soit les commerces, les pharmaciens, les écoles, etc., pour les sensibiliser sur le fait qu'il y aura une personne qui sont peut-être confrontés à des gens qui n'acceptent pas de leurs droits et qu'ils ont une solution à leur proposer. Une fois on va aussi au contact des habitants avec des flyers, on monte dans les étages, on parle aux gardiens d'immeubles, parce que les bailleurs sociaux sont un bon relais pour ils connaissent bien leur public. Et une fois que ces personnes-là, en leur disant avec des mots simples, en leur disant vous avez peut-être des galères de paperasse, de démarches, de choses comme ça, de droits que vous ne connaissez pas. L'expérimentation consiste à recevoir l'ambassadeur des droits, qui est un travailleur social, reçoit ces personnes-là, essaye de gagner la confiance, les écoute, fait un entretien personnalisé et de proximité, puisque cet entretien peut se passer dans un centre social, mais également dans la loge de gardien ou dans une bibliothèque ou dans tout lieu où les gens vont. On a même fait ça dans une brasserie,
pour essayer de toucher un maximum de personnes. Et donc, l'ambassadeur des droits fait un bilan des droits dans tous les domaines, que ce soit le logement, la santé, la retraite, tous les domaines d'une personne. Et après, identifie des droits qu'elle a ou qu'elle n'a pas, des services aussi qu'elle pourrait avoir besoin. Et après, fait une orientation. Et cette orientation peut consister via des services comme le CCAS ou la MDM, ou alors vers le conseiller France Service des PIMS ou les maisons France Service, ou via notre camping-car qui est basé, si ça nécessite plutôt un accompagnement par un travailleur social, par une assistante sociale, pour des dossiers longs, complexes, où on a vraiment besoin de suivi social. Et également, cette expérimentation consiste au fait de rappeler les gens, peut-être une quinzaine de jours après à peu près, pour voir où ils en sont. Est-ce qu'ils ont compris ce qu'on leur a dit de faire? Est-ce qu'on leur a donné le bon chemin, le bon parcours? Également faire de l'orientation ciblée en prenant notre téléphone et en disant, en appelant l'assistante sociale du secteur, en disant voilà, moi j'ai rencontré Madame X, elle m'a expliqué tous ses besoins. J'ai identifié telle chose, je lui ai constitué son dossier, je lui ai montré les pièces qu'il fallait. Maintenant, à vous de la recevoir, et parce que les gens souvent ne savent pas ce qu'il faut joindre comme pièce ni rien, mais ils nous ont déjà tout raconté. En faisant une orientation ciblée, ça marche. Les gens continuent à aller à faire des démarches et n'ont pas abandonné. Et puis également, il y a un autre poste dans cette expérimentation qui s'appelle le coordinateur ressources, qui est tenu par les PIMS. Et là, ce sont plus des ateliers pour que les structures se connaissent. Par exemple, nous faisons des ateliers, la CAF et la CPAM, où des agents de la CAF et de la CPAM viennent au contact des travailleurs sociaux du territoire et échangent sur leurs pratiques, sur leurs difficultés, sur ce qui marche pas, pour essayer de trouver des solutions. Et puis également, le coordinateur ressources a pour rôle de faire remonter si vraiment des problématiques, des droits sont toujours bloqués, systématiquement, par exemple, avec la CAF, il y a un droit, il a vu plusieurs personnes qui rencontrent le même problème. Le coordinateur sollicite directement la CAF pour essayer de trouver le point de blocage. Voilà, c'est une démarche et donc dans la nouvelle mixture, parce que maintenant c'est repris à l'échelle nationale, nous allons tester d'autres façons de faire, parce que on oublie bien souvent dans l'accès aux droits, dans l'accompagnement, les personnes qui sont chez elles, qui sont isolées, qui ne peuvent pas se déplacer et qui sont souvent en rupture de droits énorme. Et donc c'est vraiment aller à leur contact, frapper à leur porte, essayer de leur dire que justement ils ont des droits et que peut-être il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, et essayer de faire plutôt de l'entretien soit par téléphone, pour répondre à leurs besoins et à leurs questions, et également à domicile, pour que le travailleur social monte à domicile et fasse de l'accompagnement pour tous ces publics qui sont éloignés de leurs droits et qui sont souvent en fragilité financière énorme. Parce que quand on n'a pas tous ces droits, même un chèque énergie qu'on ne sait pas comment solliciter parce qu'il faut aller sur Internet, et ben c'est 40 €, 50 € qui sont de moins pour le pouvoir d'achat. Donc c'est essayer de répondre à tous ces besoins-là. Donc des solutions qui passent d'abord par l'humain, soit directement auprès des habitants, soit auprès des professionnels pour faciliter l'échange d'informations et l'orientation vers le bon interlocuteur humain pour la personne. Tout à fait. Et faire vraiment de l'orientation ciblée, j'insiste sur ça, parce que c'est une cause de non-recours. Les gens abandonnent parce que souvent on les envoie vers une porte, mais c'est pas forcément la bonne, et ils font ping-pong, ils savent pas vers où aller. Et là, donc les envoyer vers le bon interlocuteur, ou alors via un guichet unique, comme ce qu'on fait avec notre camping-car Passerelle. D'accord, parce qu'effectivement, on peut tout à fait mettre en place des canaux non numériques qui ne seraient pas efficaces. Alors justement, je vais me tourner vers David. Pour une institution comme la Métropole de Lyon, les alternatives au numérique, ça revient finalement à parler de multicanal. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion de multicanal qui est peut-être pas familière pour celles et ceux qui nous écoutent, et nous dire un petit peu ce qu'a pu faire la Métropole sur ce sujet ?
Oui, en tout cas, ce qu'est en train de faire la métropole, puisqu'il y a un chantier, un vaste chantier à mener. Je vais essayer d'être synthétique. Je vais répondre à votre question, bien évidemment. Juste avant d'y répondre, donner peut-être quelques éléments de contexte plus précis qui vont illustrer aussi ce qu'on est en train d'essayer de mettre en œuvre à la métropole quand on est sur ces questions d'accès au service public et donc d'omnicanal, idéalement, ou de multicanal. Je vais y revenir dans un instant. Simplement, donc la métropole de Lyon est en train de mettre en œuvre une feuille de route autour de la relation usagée qui est partie sur 2 postulats forts. Il y en a d'autres, mais 2 postulats forts, c'est déjà d'essayer d'identifier à qui on parle et qui est notre cible prioritaire. On s'est dit, en discutant avec l'ensemble des parties prenantes en interne, plutôt les habitants, dans un premier temps, pour savoir à peu près choisir nos combats. Donc les habitants utilisateurs des services du quotidien de mobilité, de toutes les commodités, toutes les aménités locales que la métropole propose, en termes de services de masse ou de services individualisés. Le deuxième postulat, et c'est là où je réponds à la question, c'est d'essayer autant que possible de proposer une approche omnicanale. Omnicanal, c'est-à-dire, idéalement, vous faites votre première démarche en ligne, sur Internet, sur la plateforme de services en ligne de la métropole qui s'appelle Tout2Go. Et puis vous pouvez, le lendemain, passer un coup de fil et tomber sur quelqu'un qui va avoir accès à votre demande et qui va retrouver la demande que vous avez faite la veille avec votre nom, votre prénom, votre adresse et qui va savoir de quoi vous lui parlez. Et puis, une semaine après, vous recevez un courrier de notification comme quoi votre demande a bien été reçue, elle est en cours de traitement. Puis vous allez, 3 semaines plus tard, vous n'avez pas de nouvelles, tiens, vous passez devant un guichet physique de la métropole et vous allez demander où en est votre demande. Et là, on est déjà sur 4 canaux différents. Et l'idéal, c'est qu'à chaque fois, l'interlocuteur est différent, mais on retrouve votre dossier. C'est ça l'omnicanal. Plusieurs canaux, mais une seule demande tracée de bout en bout, avec une capacité de l'administration à retrouver, retracer, suivre l'avancement de votre démarche. Pour conduire ce changement-là, c'est un chantier gigantesque qui mobilise énormément d'acteurs qui ont chacun leurs habitudes, chacun leur métier, leur expertise, et qui se sont dotés historiquement, culturellement, de leur propre façon de voir leurs usagers, leur public. Donc l'un des enjeux d'une stratégie de relations usagers pour toutes les collectivités, et je pense que pour la ville de Villeurbanne c'est la même chose, c'est déjà de faire travailler les directions ensemble, de les réunir autour d'une table et de convenir à peu près de quel est le ou les dénominateurs communs dont on peut convenir. C'est un peu ce travail qui est fait. Et pour revenir un petit peu sur le sujet des alternatives non numériques, depuis 1 an, on essaie de poser un cadre commun de fonctionnement, des objectifs communs, en tout cas des projets qui sont menés en commun. Et je vais vous donner juste quelques exemples de cette prise de conscience que j'évoquais tout à l'heure, qui est en train de se mettre en œuvre, alors qui est pas de mon fait à moi, j'y suis pour rien, c'est bien évidemment plein d'acteurs au sein de la métropole qui sont eux-mêmes conscients et qui remontent ces attentes-là. Juste un exemple, la ZFE. Il y a quelques mois, j'ai été invité par la direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information, qui pilote donc la plateforme Tout2Go, à participer à une petite réunion de réflexion partagée avec d'autres acteurs. Je crois qu'il y avait des conseillers numériques qui étaient présents autour de la table aussi. Oui, je ne l'ai pas précisé, moi je ne suis pas du tout de la DINSI, je suis d'une autre direction qui pilote en transversal la stratégie relations usagers. Et la question c'était, comment est-ce qu'on fait pour proposer des alternatives non numériques pour la dérogation petit rouleur? Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette disposition, mais dans le cadre de la ZFE, je vais être court. La ZFE, bon, évidemment, c'est une mesure limitative qui interdit à tel ou tel type de véhicule plus polluant que d'autres de circuler sur la métropole de Lyon. Sauf que vous avez le droit, 52 fois par an, de faire appel à une dérogation petit rouleur qui vous autorise à circuler avec une voiture de classe 4 ou 5, mais c'est limité à 52 fois par an. Et il n'y a pas de possibilité jusqu'à maintenant de le faire en dehors de Tout2Go. Donc la question qui a été posée par la DINSI, qui elle-même a mis en place ce téléservice sur Tout2Go, était de dire comment est-ce qu'on peut proposer, par quel média, par quel moyen, sur quel canal, on peut proposer une alternative pour solutionner par nous-mêmes cet état de fait qui peut être bloquant pour toute une catégorie de population qui n'est pas connectée. Donc voilà, c'est une illustration qui, je trouve, est assez parlante de cette prise de conscience que j'évoquais tout à l'heure, parce que c'est la direction elle-même qui porte les sujets de digitalisation des services pour la métropole,
qui a fait ce cheminement intellectuel. Donc pour moi, c'est plutôt bon signe. Pour élargir un petit peu le propos de cette démarche volontariste, là aussi, pour rappeler ce que je disais tout à l'heure, je voudrais aussi souligner le volontarisme d'une délégation que j'ai déjà citée tout à l'heure, donc la DSHE, la délégation sociale, habitat et éducation, parce qu'elle gère aussi les collèges, qui est une compétence métropolitaine, qui conduit depuis plusieurs années à un plan d'amélioration globale de ces accueils physiques et téléphoniques, donc le fameux réseau des maisons de la métropole de Lyon. Voilà, donc ce questionnement-là, il existe depuis pas mal de temps. On est en train d'identifier autant que possible l'ensemble de nos points de contact l'idée, c'est de cartographier les parcours usagers pour identifier les points de friction, les points bloquants, les irritants par rapport au parcours usagé et au vécu des habitants. On porte aussi une attention particulière au canal téléphonique. On est en train de lancer une étude qu'on essaie de rendre la plus large possible sur l'ensemble des points d'accueil téléphoniques en complémentarité avec les accueils physiques. Donc voilà, là aussi, il y a une préoccupation vraiment réelle de la métropole de ne pas verser de l'attention que sur le canal numérique, donc de ne pas oublier les autres canaux. Et puis, on ne l'a pas forcément dit, mais je trouve que c'est important de le rappeler, une démarche relation usagée, ça n'est pas d'abord et avant tout, et encore moins uniquement, une démarche technique. Ça n'est pas une démarche d'outillage de système d'information relation usagée, de CRM. Ce n'est pas qu'une démarche d'outillage de matériel téléphonique. C'est d'abord une démarche organisationnelle et culturelle. Et donc, juste à titre d'illustration, on est en train de mobiliser une direction de la métropole qui s'appelle la DPDP, la direction de la prospective et du dialogue public, pour nous accompagner en interne à la prise de conscience de la voix de l'usager, en tout cas du regard de l'usager. On pourrait parler de centrage usager, de façon de designer nos services publics en se mettant dans les chaussettes de l'habitant. Donc là aussi, il y a une prise de conscience, et ce qui va sans doute sortir de ça, c'est qu'il ne faut surtout pas aller sur le tout numérique. Encore une fois, je préjuge un petit peu des résultats de ces travaux en interne. L'idéal étant quand même d'associer, et je terminerai sur ça, d'associer quand même le plus possible les habitants, les utilisateurs, les bénéficiaires des services publics. Peut-être que ce focus group-là qu'on est en train de créer avec mes collègues de la DPDP nous amènera à terme à associer des habitants. C'est mon souhait en tout cas de pouvoir mobiliser un certain nombre d'habitants représentatifs des différents territoires qui composent la métropole, pour nous aider à mieux concevoir nos guichets, tous guichets confondus, hein, ce qui englobe le numérique, nos guichets de services publics. Voilà. Merci beaucoup. Alors pour résumer, il ne suffit pas d'instaurer un droit au non numérique, encore faut-il pouvoir mettre en place des alternatives, et c'est là que ça se corse. Alors pour conclure cette table ronde, et avant de passer aux questions de la salle, si vous en avez, je vais me tourner vers Richard. Et on va essayer de prendre un peu de hauteur. Finalement, qu'est-ce que ce besoin de non numérique qui est exprimé par les habitants, ou en tout cas de refus du 100% numérique, peut nous révéler aujourd'hui par rapport à la société dans laquelle on vit? Alors, avec les participants au groupe, on s'est dit quand même que ce qui serait peut-être intéressant, ça serait de décentrer le débat pour conclure et se dire que finalement, derrière la question du droit au non numérique, il y avait sans doute une réflexion à avoir sur les excès du tout numérique. Voilà. C'est le premier constat qu'on peut faire. Effectivement, quand on arrive à un moment où on en vient à revendiquer, enfin à penser à un droit ou non quelque chose, ça nous apprend sans doute beaucoup de choses sur l'excès de quelque chose, l'excès d'abondance, l'excès d'immédiateté, l'excès de tout à tout instant pour tous, et les limites que ça peut mettre en lumière. Là, on a parlé de numérique, mais ce phénomène, il existe aussi dans d'autres champs de la société. On voit dans d'autres domaines des démarches un peu similaires qui se développent. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler d'un concept qui s'appelle la ville du quart d'heure, dont on a beaucoup parlé après le Covid. En fait, la ville du quart d'heure, c'est un peu une réaction à la métropolisation excessive des territoires. Pendant ces 15 dernières années, on a développé les territoires à grande échelle, avec de grandes infrastructures, en pensant que les gens vivaient à des niveaux très importants, des distances importantes entre leur domicile et leur travail, etc. Puis en fait, on se rend compte que tout se joue à un quart d'heure à pied du domicile et que les besoins sont là. Voilà, c'est un exemple qui montre que quand on en vient finalement à penser qu'on a besoin de ne pas recourir à quelque chose, parce qu'on doit se recentrer sur ce qui est le plus nécessaire, c'est peut-être qu'on est allé trop loin, qu'il y a des excès dans certains domaines. Merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner vers la salle pour savoir s'il y a des questions à destination des intervenants.
Merci, un grand merci pour votre présentation. Hervé Groléa, je suis DSI à la métropole de Lyon. Je souligne parce que j'ai en charge le numérique et pour autant je suis en questionnement par rapport à ça. Ce qui m'étonne dans votre présentation, c'est qu'effectivement, en dehors de l'ouverture à la fin, vous abordez beaucoup la question du droit au numérique sur la question de l'accès aux services publics et pas tant dans la vision je dirais, plus politique de la société de demain. Vous avez évoqué effectivement le fait que du numérique, il n'y en aura peut-être pas éternellement, parce que c'est le high-tech, c'est le symbole le plus fort de la mondialisation. Dès que la mondialisation va s'effriter, le numérique sera probablement une des premières victimes de ça. Donc ça posera quand même un problème. Alors on peut débattre, est-ce que c'est dans 10, 20, 50 ans, plus que ça. Mais en tout cas, le tout numérique ne peut pas être pérenne. Donc comment est-ce qu'on gère ça dans une société ? Et du coup, la question que je me pose, et qui est peut-être plutôt pour Samuel, est-ce que cette question du droit au non numérique, vous l'abordez aussi à l'école ? Parce que en tant que collectivité, vous apportez les équipements à l'école, et est-ce que vous exercez ce droit au non numérique ? C'est-à-dire, est-ce que le droit au non numérique, au-delà du fait de ne pas stigmatiser les personnes qui sont en difficulté, parce que c'est surtout comme ça que je le sens abordé, est-ce que c'est aussi un droit qu'on respecte à quelqu'un qui, philosophiquement, ne veut pas être esclave du numérique comme on l'est rapidement aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'au-delà de la question de l'accès aux services publics, est-ce qu'il y a une réflexion politique sur la place, entre guillemets, la juste place du numérique dans la société de demain et la responsabilité collective de l'éducation de nos enfants dans ce monde-là ? Alors, merci. Alors, je pense que je vais vous décevoir dans ma réponse, parce qu'on n'a pas été porter la réflexion jusqu'ici en intégrant effectivement cette réflexion un petit peu prospective sur la société telle qu'elle pourrait être demain. En revanche, vraiment dans la visée politique, telle est conçue par notre élu référent Gaëtan Constant sur ce sujet, vraiment l'idée c'est de se dire le sens de l'histoire, et ce que vous avez dit effectivement, c'est que le tout numérique ne peut pas être pérenne, donc il faut initier dès à présent finalement cette logique de réhumanisation des services publics, alors que nous on porte à notre modeste niveau à Villeurbanne, mais comme je le disais, c'est aussi d'être en capacité de se positionner comme un laboratoire d'expérimentation. Voilà, on en est vraiment au balbutiement de tout ça, donc on expérimente vraiment concrètement ce que ça pourrait donner de retourner finalement à une vision du service public centrée sur l'humain. Donc on essaie vraiment d'aller vers cette logique au travers de ce droit non numérique, mais malheureusement on n'a pas encore assez de maturité, on n'a pas encore assez poussé la réflexion pour se dire effectivement qu'on pourrait aller jusqu'à vraiment travailler en partenariat avec notamment l'éducation nationale pour se dire comment on peut penser effectivement dès l'enfance une éducation au non numérique, puisque c'est un petit peu ça le sujet derrière. On n'a pas encore poussé suffisamment la réflexion assez loin, mais parce qu'on n'est pas encore assez mature, puisque cette démarche elle a moins d'1 an, donc elle a encore du temps pour vraiment se déployer et s'aimer auprès d'autres partenaires. Merci. Une autre question ? Dernière chance. Pas d'autres questions ? Eh bien, merci à tous les 4 pour ce témoignage. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette journée. On espère avec toute l'équipe, Erwan, Jolan, Catherine, Hugo et Louise, qui sont nos anciens collègues qui ont participé à la préparation de cette journée, que vous avez passé donc une bonne journée et à disposition évidemment pour reparler de tous ces sujets à l'occasion de réunions, de cafés ou de sessions résine qui seront reprogrammées très prochainement. Voilà, on vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon retour et puis à très bientôt.